Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 5 de Witches War. Comme d'habitude, retour sur la jaquette. Jaquette, on a qui? On a deux nouvelles combattantes. Marie-Antoinette à droite pour vous et Catherine 2 à gauche pour vous. Donc là, ce sont deux nouvelles combattantes qui vont faire leur apparition évidemment dans ce tome-ci. Bon, quatrième de couverture, pas grand-chose puisqu'on a uniquement le petit résumé des familles. Et quand on ouvre le manga, on a le droit à une petite page en couleur. La petite page en couleur, on peut retrouver notamment Martha Harry face à Marie et Grid qui va également avoir leur petit moment de gloire. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette. Pas trop de bonus, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas de présentation des différents personnages qu'on a déjà vus pour pouvoir un peu mieux nous remémorer les actions et puis c'est tout. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 5 de Witches War? Trois événements. Le premier événement, j'ai envie de vous l'intituler comme étant un clin d'œil. Et oui, pourquoi un clin d'œil? Puisque vous en rappelez, dans le dernier tome, dans le tome 4, on avait le fameux combat qu'on avait un peu passé sous silence. Martha Harry, qui est une célèbre espionne, face à Mary Reed, qui est une célèbre pirate qui a un peu œuvré dans la partie un peu Caraïbes des mers. Là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on a vu directement la fin, comme quoi Martha Harry avait réussi à poignarder dans le cœur Mary Reed, mais on n'avait pas vu le combat pour autant. Là, ils ont fait un petit retour vers le passé et ils vont tout simplement nous montrer comment le combat s'est fait. Puisque moi, franchement, j'avais peur qu'ils allaient un peu sauter ce combat et qu'ils allaient uniquement nous montrer les combats un peu plus prestigieux avec de grands noms. Là, pas du tout. On a quand même deux noms que personnellement, je ne connaissais pas, mais qui ont réellement existé. Et puis là, on va apprendre un peu plus, notamment sur le côté un peu de Martha Harry, même sur le côté de Mary Reed et notamment son passé qu'elle a vécu. Alors déjà, dans un premier temps, on a les deux combattantes, ils commencent à combattre. Là, tu as Mary Reed qui commence à lancer les hostilités grâce à son épée en forme de ancre. Si vous préférez, elle balance son ancre à droite et à gauche en direction de Martha Reed. Mais Martha Reed arrive assez et facilement à esquiver toutes ses attaques parce que je vous rappelle que Martha Harry, c'est une célèbre danseuse. Même si elle est espionne, elle a quand même des capacités de danseuse et elle arrive facilement à esquiver tous les coups que Mary Reed lui lance dessus. Du coup, Mary Reed, elle est un peu énervée. Du coup, elle va un peu lancer son attaque ultime. Elle va faire apparaître de l'eau en plein milieu de l'arène. Et dans cet océan va surgir un navire géant. Là, tu te dis quand même, ça a de la gueule. Grâce à ce navire, elle va lancer tous ses boulets de canon en direction de Martha Harry. Sauf que Martha Harry, bam, elle va disparaître et elle va réapparaître dans le dos de Mary Reed. Et puis là, d'un coup, on comprend très clairement que Martha Harry a en fait utilisé son pouvoir. Sauf qu'on comprend pas un peu l'enchaînement et l'utilisation de son pouvoir. Et puis là, tout d'un coup, t'as Mary Reed qui dit là, à mon avis, elle a utilisé son pouvoir, mais comme je n'arrive pas à le comprendre, je suis un peu perdu, un peu déstabilisé. Et puis là, Mary Reed, parce que je vous rappelle que Mary Reed est composée de deux entités. On a Annie Bonny et puis Mary Reed dans le même corps, si vous préférez. Et puis là, elle va demander tout simplement à sa partenaire Annie Bonny de lancer une nouvelle attaque. Sauf qu'elle va se retourner et va voir que Annie Reed n'existe pas. Et là, justement, on va voir un peu le parallèle avec la vie de Mary Reed. Mary Reed, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est une célèbre pirate qui a été un peu capturée. En fait, ils étaient deux. Il y avait Mary Reed et à la fois son acolyte de toujours, Annie Bonny. Ils se sont fait choper, arrêter. Et évidemment, tu as Annie Bonny qui a trahi sa pote de toujours, Mary Reed, pour pouvoir se libérer. Elle a accepté le pacte que ces geôliers lui ont fait, c'est-à-dire tu nous dis tout de elle, toi on te sort de là et ta copine évidemment tu nous la vends, et c'est ce qu'elle a choisi malheureusement. Et puis c'est un peu mis Mary Reed un peu dans la mouise dans son passé, puisqu'elle s'est fait un peu torturer, puisqu'elle a vécu quasiment toute sa vie ensuite, une fois qu'elle s'est fait arrêter, dans les geôles de là où elle a trouvé la mort. Et puis là, justement, t'as Martha Harry qui dit mais à qui tu parles, Annie Bonny n'a jamais existé. Et puis là, on prend conscience qu'en fait, pendant toute la détention que Mary Reed avait passée, elle parlait à
à quelqu'un qui était censé être à sa droite, qu'elle pensait qu'il y avait également Annie Bonny qui était à ses côtés, mais en fait, vu qu'elle était partie, qu'elle l'avait trahi, elle parlait littéralement à personne. Donc en gros, elle parlait pendant plus de 6 mois à une personne qui n'existait pas et elle avait complètement perdu la boule. Et le fait que Martha Harry dit mais à qui tu parles, Annie Bonny n'existe pas, elle est même pas à côté de toi, ça l'a tilté dans sa tête. Hein. Ça lui a fait un peu faire rappeler un peu les mauvais souvenirs comme quoi sa meilleure pote de toujours l'a trahi pour se marier un peu avec l'ennemi. Là elle a vu rouge, elle a commencé à vouloir attaquer une nouvelle fois évidemment Martha Harry qui a décidé un peu d'accélérer les choses hein. En voulant l'attaquer de front, et t'as Martha Harry qui arrive une nouvelle fois à se téléporter derrière Mary Read. Mary Read se retourne et puis ensuite elle poignarde Mary Read en plein cœur. Hein. C'est donc la scène qu'on avait vue dans le tome précédent. Là on a enfin toute l'histoire qui va amener justement à cette scène finale. Et là très clairement on comprend une nouvelle fois que Martha Harry a utilisé son pouvoir. Et là, Mary Read l'a parfaitement compris. Hein. Elle a parfaitement compris comme quoi Martha Harry a utilisé son pouvoir et qu'elle a compris l'utilisation de son pouvoir. On nous dit comme quoi Mary Read a compris l'utilisation de son pouvoir, mais nous, on n'a toujours pas compris l'utilisation de son pouvoir. Mais à mon avis, le pouvoir de Martha Harry, c'est qu'elle a la capacité un peu de brouiller un peu les souvenirs, hein, si vous préférez. Hein. Parce qu'à chaque fois que Mary Read essaie d'attaquer Martha Harry, elle dit tiens, c'est bizarre, t'es là, toi. Elle avait des petites absences. Donc à mon avis, le pouvoir de Martha Harry est en lien avec les souvenirs. Je pense qu'elle est capable d'effacer une partie des souvenirs de ses adversaires. Donc ça c'est assez terrible. Donc voilà, on a enfin le combat qui nous a été raconté qui opposait Martha Harry face à Mary Read. Beau petit combat qui n'aura pas duré longtemps. Le combat il aura duré assez il a duré quoi, 5 minutes à tout casser. Et là franchement c'est la première fois qu'on a une combattante qui combat et qui gagne un combat sans pour autant qu'on connaisse son fameux pouvoir. Parce que toutes les autres combattantes là, elles ont utilisé tout leur pouvoir et c'est que le premier tour. Hein. Donc il y a un deuxième tour qui va se faire. Donc si tu montes déjà tous tes atouts dans le premier combat, dans le deuxième tour ça va être très compliqué pour elle. Là, Martha Harry, elle a pris en compte ça. Elle nous a pas dévoilé son secret et on ne sait rien du tout de son utilisation. Et ça franchement je trouve ça franchement cool. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le véritable but. Et oui, hein, puisqu'on va apprendre deux nouveautés, même le but principal, notamment le véritable but de Agrath, hein, celle qui a un peu organisé le Walpurgis. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et bien là, ça nous a été dévoilé au calme dans le tome 5. Alors, elle a tout simplement créé le Walpurgis, notamment et seulement pour nourrir ses enfants. Clairement, c'est ça. Parce qu'on la retrouve Agrath, elle va un peu descendre les escaliers dans un sous-sol. Et puis là, on va voir qu'il y a 7 cocons. Hein. 7 cocons. Et dans ces cocons, il y a 7 petits embryons, hein, des petits bébés en forme de monstre. Et là, on comprend très vite que ces 7 bébés, ce sont tout simplement les 7 péchés capitaux. Hein. La gourmandise, l'envie, l'avarice. Bon, après, je vous laisse continuer avec la suite parce que je ne les connais pas toutes. Hein, faut pas se le cacher. Donc là, très clairement, il y a 7 bébés et 7 péchés capitaux et qui se nourrit des désirs tout simplement des combattantes qui ont perdu. À chaque fois qu'il y a un duel, la combattante perd et son désir est un peu mangé et bouffé par justement les enfants de Agrath. Donc là, très clairement, le Walpurgis, il a juste le but d'avoir des personnes qui s'entretuent et qui nourrit les bébés de Agrath. Alors on ne sait pas ce que vont faire, ce que vont advenir les 7 péchés capitaux, mais à mon avis, une fois qu'ils auront bien bouffé, ils vont s'éveiller et puis ils vont partir en guerre et ils vont détruire toute la planète. Hein. Je pense que c'est l'objectif d'Agrath. En tout cas, l'objectif du Walpurgis, c'est tout simplement de préparer un peu de nourriture pour ces enfants qui sont les 7 péchés capitaux. Aïe 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 aïe. Le mystère se dévoile un peu autour de Agrath, la fameuse Agrath. On a également du côté de Martha Harry un petit secret qui va nous être également révélé. Hein. Martha Harry, hein, vous le savez, elle a gagné son combat contre Mary Read. Et puis là, elle descend dans une espèce de cachot.
Hein, et puis là elle dit c'est bon, c'est fait, c'est terminé. Et en fait on voit qu'elle s'adresse à 3 autres personnes, à 3 autres sorcières. Donc là très vite on comprend qu'en fait les 4 sorcières, eh ben, ils ont créé une espèce de petit groupe. Très sincèrement ils ont créé une espèce de petit groupe dissident qui a un petit objectif. Alors on connaît pas encore l'objectif, mais on sait que les 4 ils ont prêté allégeance, ils ont prêté une petite alliance. Alors dans les 3 autres personnages, il y a la sorcière de la flamme du nom de Yaoya Oshini. Alors Yaoya Oshini, c'était une fille d'un célèbre commerçant qui a vu être brûlée vive à 16 ans parce qu'en fait elle a tenté de mettre le feu à un entrepôt pour rencontrer un garçon. Donc là ils l'ont serré, ils l'ont pris et directement ils l'ont mis au bûcher. Alors, direct, ça pardonne pas, hein, ça ne pardonne pas. Donc là, encore une fois, son pouvoir, il est lié au feu, hein, puisque c'est la sorcière des flammes. La deuxième compatriote de leur petite alliance, il s'agit tout simplement de la sorcière des arts martiaux du nom de Wing Shun. Alors, Wing Shun, c'est une célèbre combattante qui a priori qui se dit comme quoi elle a inventé certains styles de combat et notamment certains styles d'arts martiaux et qu'elle aura même enseigné ce style d'arts martiaux à certains nonnes. Donc là tu vois que son pouvoir il est également basé sur les arts martiaux. Et enfin la dernière sorcière c'est tout simplement la sorcière de la guerre du nom de Zenobi. Alors Zenobi c'était une reine, on va dire ça comme ça, puisque son mari était roi, mais justement son mari et son fils ont été assassinés et elle est devenue un peu reine par défaut. Et puis elle a mené une guerre fulgurante et puis en plus de ça, il est dit qu'elle a rassemblé différents pays, hein. Elle a rassemblé la Syrie, l'Arabie Saoudite et les Émirats, je crois, face à un seul adversaire, hein, qui était Rome, et elle a réussi à gagner. Donc vous voyez, il y a quand même des petites alliances qui se trament. Là, on nous dit très clairement que les 4 sorcières, ils vont s'allier pour un peu je ne sais pas quoi. Mais à mon avis, ils vont rentrer littéralement en confrontation face à Agrath, hein. Je ne serais pas étonné que je vois que ces 4 sorcières, on va les retrouver, pourquoi pas, abattre les bébés de Agrath, hein, puisque je pense que à mon avis certains bébés de Agrath, les 7 petits capitaux, seront en état de se réveiller, et au moment du réveil je ne serais pas surpris de voir ce petit groupe de dissidents littéralement aller les pulvériser, parce que eux très clairement ils ont dit: nous on va pas faire le jeu de Agrath, hein. On va pas être là se laisser tuer les uns après les autres pour faire le jeu de Agrath, hein. On va tout simplement se défendre et pour ça on s'allie. Donc là tu peux voir, hein, petite alliance un peu en Lumsday, hein, je crois que c'est comme ça que je le dis, hein, en Lumsday, et tout ça orchestré d'une main de maître par Martha Hari, hein. Martha Hari, je vous rappelle, c'est une espionne, donc tout ce qui est un peu espion, etc., hein, truc d'espionnage, elle s'y connaît. Et enfin on va également en apprendre un peu plus sur Marie-Antoinette. Enfin on va en apprendre un peu plus, je suis gentil. On va voir que Marie-Antoinette va soutenir notamment sa compatriote, hein, la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, hein. Une fois que Jeanne d'Arc a fini son combat, on va voir que dans les vestiaires tu as Marie-Antoinette qui va venir et qui va tout simplement féliciter Jeanne d'Arc d'avoir remporté son duel. Et oui, hein, parce que je vous rappelle que Marie-Antoinette c'était la reine de Louis XVI, si je dis pas de bêtises, française, hein, c'était une reine française. Et de l'autre côté, on a Jeanne d'Arc qui a œuvré également pour la France. Donc tu vois, il y a une petite communauté un peu française, donc ils vont essayer de s'entraider. Donc là tu vois, il y a quand même pas mal d'alliances qui se mettent en place, et ça c'est pas pour me déplaire. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant duel de reines. Et oui, hein, puisque Marie-Antoinette va se voir opposée face à Catherine II, l'impératrice de la Russie. Très clairement, ce sont 2 reines qui vont se mettre sur la poire. Alors, pour Marie-Antoinette, je pense que vous connaissez tous un peu Marie-Antoinette, hein, qui était la femme de Louis XVI, qui a été abandonnée par son peuple et guillotinée, hein, il n'y a pas de terme à dire, elle a été guillotinée justement par son peuple. De l'autre côté, justement, on a Catherine II qui à la base n'est pas russe, hein.
Je crois qu'elle est allemande de base. À la base, elle est pas russe, mais vu qu'elle voulait absolument épouser le roi de Russe pour devenir reine de Russie. Sauf que malheureusement, elle est tombée malade et avec sa maladie, le roi de Russe lui a dit vas-y, rentre chez toi, je vais pas t'épouser vu que tu es quasiment en train de mourir. Elle s'est dit écoute, ça va pas se passer comme ça. Je vais devenir et je vais apprendre toute la culture russe pour devenir plus russe que les vrais Russes. Comme ça, je vais venir et je vais diriger la Russie. Et devinez quoi? C'est ce qu'elle va faire. Elle va réussir à apprendre toute la culture russe, à apprendre la langue russe et elle va devenir encore plus russe que les Russes eux-mêmes. Et elle va avoir et choper le titre de roi. Grosso modo, elle va prendre la place du roi et c'est elle qui va un peu mener tous les bagarres et ce sera la grande dirigeante. Et c'est comme ça qu'elle est devenue un peu la fameuse impératrice de la Russie. Très clairement, tu peux voir quand même que Catherine II avait une volonté de faire. Les deux, ils vont commencer à combattre. Alors, la petite particularité de Catherine II, c'est qu'elle bafouille beaucoup et qu'elle est assez maladroite. Déjà, dès son entrée dans l'arène, bam, elle tombe. Donc là, il y a des gens quand même qui commencent à se moquer d'elle, etc. Et au fur et à mesure de son combat qu'elle va faire face à Marie-Antoinette, ils vont dire, en fait, elle est assez badass. Tu la vois comme ça, elle est un peu nulle au premier abord, mais en fait, elle est très forte et très puissante. Alors déjà, elle combat avec une épée. Très clairement, de l'autre côté, tu as Marie-Antoinette qui, elle, combat avec une grosse fauve géante. Donc là, s'il y a des coups qui s'échangent, coups d'épée, ils sont un peu à un niveau égal. Sauf que voilà, à un moment donné, ils sont assez loin. T'as Marie-Antoinette qui commence à courir vers elle avec sa fauve. Et puis là, t'as Catherine II qui sort un fusil. Ah, très clairement, elle troque son épée pour un fusil et elle allume littéralement Marie-Antoinette qui est touchée à l'épaule. Et Marie-Antoinette est assez surpris. Même nous, on est surpris. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. Elle a changé son épée face à un fusil. Et puis là, très clairement, on comprend que en fait, dans les combats rapprochés, elle utilise son épée, mais que dans les combats de loin, elle est capable aussi de s'adapter assez aisément face à ses adversaires et elle utilise des flingues, un pistolet. Là, Marie-Antoinette, elle est assez un peu décontenancée puisqu'elle peut utiliser uniquement sa fauve. Donc un peu en combat rapproché. Là, Marie-Antoinette, elle fait le style, ne t'inquiète pas, moi aussi, je peux utiliser ma fauve à une certaine distance. Et puis là, elle va essayer de prendre par surprise, littéralement, Catherine II en lançant sa fauve sur elle. Et en lançant sa fauve, t'as Catherine II qui essaye d'esquiver sa fauve. Et tout de suite derrière, t'as Marie-Antoinette qui arrive et qui l'attrape grâce à son arsenal magique, la fameuse guillotine. Vous vous en souvenez, elle avait montré sa guillotine dès le premier chapitre. Elle avait montré l'utilisation de son pouvoir dès le premier chapitre de sa guillotine. Là, elle le sort très rapidement. Encore une fois, Marie-Antoinette qui est très impatiente, je trouve. Très très impatiente et elle se précipite beaucoup trop. Elle sort directement sa guillotine. Du coup, ça attache Catherine II dans la guillotine. Au moment où que la guillotine tombait pour couper sa tête, t'as Catherine qui utilise un troisième pouvoir. Donc très clairement, elle utilise un troisième pouvoir qui la rend un peu avec des pieds de cheval et des mains assez de cheval, et elle arrive à détruire la guillotine assez facilement de Marie-Antoinette. Et puis là, on découvre le nouvel arsenal de Catherine II, c'est tout simplement la technique du cavalier. Donc en fait, tu vois très clairement que Catherine II a une capacité, c'est qu'elle s'adapte assez facilement et assez aisément aux circonstances. Elle est capable de se battre en combat rapproché avec un épée, elle est capable de se battre en combat à distance avec son fusil. Et là, quand elle se fait choper et menotter, elle est capable de se défendre grâce à la technique de sa cavalerie, de son cheval. Donc là, très clairement, tu vois que Catherine II est assez complète. C'est une combattante qui est assez complète. De l'autre côté, t'as Marie-Antoinette qui est très impatiente, qui lance des attaques. Elle est un peu dubitative et je pense qu'elle ne sait pas comment évidemment battre Catherine II. En plus de ça, il va y avoir une petite guéguerre puisque les deux reines ont quasiment vécu pendant la même période. Donc ils se connaissaient de loin. Bon, même s'ils ne se sont pas rencontrés réellement, ils se connaissaient de loin. Et en plus de ça, t'as Catherine II qui reproche un peu à Marie-Antoinette d'être un peu la honte des reines, puisque elle a tout simplement été destituée et tuée par son peuple. Alors que elle, au contraire, Catherine II
a été mis en place à la tête de la Russie en tant qu'impératrice grâce à son peuple. Donc là, il y a vraiment deux aspects qui s'opposent. Et là, il y a une petite guerre entre les deux qui part littéralement sur ça. Donc voilà comment se termine le troisième événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 5 de Witches War. Encore une fois, une très belle lecture hein, qui nous apprend à la fois que des personnes célèbres, bon même si elles ont fait le bien ou le mal, ont existé. Hein. Bon, Marie-Antoinette, je pense qu'on la connaissait toutes, mais personnellement, Catherine II, je ne la connaissais pas. Hein. Je ne connaissais pas non plus les sorcières des flammes, la sorcière de l'art martial et puis la sorcière de la guerre. Je ne les connaissais pas. Hein. Marie Reed, Martha Reed, tout cela, je les connaissais absolument pas. Mais le fait de lire ce manga, en fait, ça t'oblige un peu à faire un peu de recherche pour comprendre un peu les personnages et notamment l'utilisation de leur pouvoir. Parce que ce qui est très fort dans ce manga, c'est que l'utilisation de leur pouvoir et de leur désir, hein, c'est comme ça qu'ils appellent leur pouvoir, et ben ils sont liés à leur passé ou leur caractère. Et ça, franchement, je trouve que l'auteur a parfaitement recherché et atteint son but. Bref, en tout cas, si je vais mettre une petite note à Witches War, vous le connaissez, j'adore cette série, il n'y a rien à dire, je la kiffe, 5 sur 5, et puis c'est tout. Voilà ce que je pouvais dire, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.